Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Onapolis, le podcast créé avec les artistes pour les artistes. Je suis Dorian et je reçois ici des artistes de toutes filières pour parler développement de carrière, business, gestion de projet, en indépendant ou en production. Cet épisode est consacré au monde du rock et plus particulièrement du rock indé. Je reçois Yann Landry qui a monté La Tête de l'Artiste, une agence de communication destinée au groupe de rock indé dans lequel il joue le rôle d'attaché de presse et de manager entre autres. Circonstances de confinement oblige, l'invité d'aujourd'hui a accepté de réaliser l'interview par téléphone, ce qui explique la qualité de l'enregistrement. Je vous laisse découvrir Yann Landry. Salut Yann. Salut Dorian. Yann Landry, tu es attaché de presse, tu es responsable de La Tête de l'Artiste, tu es aussi manager, tu es rédac-chef de La Grosse Radio. Est-ce que tu es toujours rédac-chef de La Grosse Radio ? Oui, toujours depuis 5 ans maintenant. Tu évolues principalement dans la sphère du rock indé. On s'est connus pour ton travail avec le groupe Teacup Monster et j'avais vraiment apprécié ton professionnalisme et ton investissement dans chaque projet. Tu fais partie des collaborateurs d'artistes qui ont un rôle absolument déterminant dans la réussite et la carrière d'un artiste et tu contribues énormément à la visibilité des artistes et des groupes dont tu t'occupes. À l'heure où, pour citer un artiste que j'ai reçu ici qui s'appelle Mandrill, qui est passé dans l'émission, la véritable performance, elle est plus dans la maîtrise des médias et de la communication que parfois dans la maîtrise véritable de son art. Qu'est-ce que tu penses de cette situation actuelle ? Bien sûr, de toute façon, depuis très longtemps, là, c'est pas l'art qu'on met en valeur, c'est un produit marketing. Parfois, aux jeunes groupes qui débutent, qui sortent leur premier EP, qui me demandent tout de suite d'avoir Télérama ou Les Arocs, je leur explique brièvement la situation, c'est-à-dire que vous voyez un rayon de yaourt à Carrefour, vous voyez, il y a 50 yaourts différents, on se demande pourquoi d'ailleurs, mais bon, il y a 50 yaourts différents, et vous êtes le 51e. Comment je fais pour vous mettre dans le rayon, et encore mieux, comment je fais pour vous mettre en tête de gondole, pour vous faire ressortir ? Il y a tellement de groupes, tellement de musiques différentes, et peu de médias finalement pour mettre en avant, qu'il faut trouver un bon axe d'approche, mais c'est effectivement un biais marketing qui prend le pas sur l'artistique. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles des rayons à Carrefour parce que d'ailleurs, dans la grande distribution, les places dans les rayonnages coûtent très cher en fait. Oui, bien sûr, c'est la même chose dans les magazines. On le voit très bien avec les majors de la musique qui achètent leur place pour les artistes dans les contenus éditoriaux des magazines. Aucun rédacteur en chef vous le dira tel quel, mais quand on voit je sais pas, Universal ou Sony qui ont une double page, voire une couverture pour un de leurs artistes, et à l'intérieur il y a une grande page de pub payée par Universal ou par Sony ou par n'importe quel major, c'est bien qu'il y a un push, comment on peut dire. Il y a un biais financier derrière ça. C'est qu'il y a plus d'intérêt pour le média qui a une fragilité financière de mettre en avant un artiste d'une major plutôt qu'un artiste indé pour des raisons financières. Je les comprends, tant qu'il reste de la place, tant qu'il reste 10-20% de place pour des artistes indés dans le magazine. Est-ce que tu peux dire brièvement quel est ton rôle vraiment ? Qu'est-ce que tu apportes toi au projet artistique en tant qu'attaché de presse ? Mon rôle, c'est déjà de mettre en place une stratégie, notamment pour les groupes qui n'ont pas de manager, et c'est le cas pour la plupart des groupes avec lesquels je travaille, qui travaillent en do-it-yourself. Donc vraiment, c'est la mise en place d'une stratégie, la mise en place d'un rétro-planning, c'est ce qui est vraiment de très important pour un groupe, pour bien travailler la promo, c'est un rétro-planning, le mettre bien en place et s'y tenir. Donc ouais, c'est ça que je mets en place d'abord avec le groupe, ainsi que tous les outils de communication nécessaires, c'est-à-dire regrouper la bio, la retravailler pour en faire un bon communiqué de presse, aussi les photos qui est en lien avec la promo, pour ensuite fournir un bon matériel aux rédacteurs que je contacte. Et ce que j'apporte, donc en plus vraiment en valeur ajoutée complète, c'est ma base de données médias et les rapports que j'entretiens avec les médias, avec les rédacteurs et les programmateurs radio, voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que toi, en fait, tu viens t'insérer dans un projet un petit peu en cours de route. Alors, en cours de route, pas vraiment, parce que tu viens toujours à l'aval de la sortie d'un single ou d'un album, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que tu viens dans un groupe
où il y a déjà peut-être des rapports de force, une hiérarchie entre les musiciens ou sur les prises de décision. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Comment tu t'insères dans le projet? Déjà, je demande à ce qu'on m'envoie le son le plus tôt possible. Déjà pour choisir, est-ce que je vais collaborer ou non avec tel groupe. Je reçois à peu près 5 demandes par semaine de groupes. Donc je suis en capacité de choisir au mieux mes groupes en fonction de ce que j'aime et en fonction de ce que je me sens le plus prêt à défendre auprès des médias. Donc vraiment, les groupes qui m'envoient, mettons, des maquettes, j'apprécie d'autant plus que le chemin sera plus long avec eux. Déjà, je pourrais leur faire un retour sur leur maquette, voir ensuite ce que ça va donner au niveau du mix, et là, voir au niveau du mix si je veux vraiment continuer la collab avec eux ou pas, mais qu'on soit bien sûr pendant tout ce temps de quelle stratégie on va mettre en place. Et au niveau des rapports de force dans le groupe, il y a toujours un leader qui se met en place, même s'il le dit pas, mais je le vois bien dans les relations que j'ai avec les groupes, c'est que j'ai toujours un interlocuteur privilégié dans le groupe. T'as jamais eu de conflits ou de choses ou des situations où par exemple t'avais envie d'aller dans une direction et puis eux ils t'ont dit non mais reste à ta place ou je sais pas, tu vois? Oui, c'est peut-être pas aussi frontal que ça, mais effectivement ça arrive et moi, de toute manière ma place c'est donner mon avis si on le demande, mais bien souvent on me dit voilà tel single sort le 15 mai, l'album sort le 20 juillet, on fait comme ci comme ça, on t'envoie les liens vidéo à telle date et tu te débrouilles avec ça. Donc ça fonctionne comme ça notamment quand il y a un label où il y a quelqu'un qui est chargé du rétro-planning, quelqu'un qui est chargé du marketing, où on va me demander à telle date de commencer à chercher des partenariats par exemple. Et donc là j'ai vraiment une place, je suis vraiment juste à ma place d'attaché de presse. C'est moins ce que je recherche, mais sur des projets, c'est des projets qui sont aussi plus porteurs souvent, ça dépend ça dépend de la qualité de l'album aussi, puis le ressenti des médias. Des fois, il peut y avoir des plantades. C'est pas forcément les produits, les produits. Ouais, le lapsus encore. C'est pas forcément les projets qui sont les plus carrés qui vont réussir plus facilement. J'ai eu le cas d'albums de label où ça a bien moins marché qu'un premier EP d'un groupe de punk où j'ai cartonné la promo. Comment tu le justifies alors? Cet écart de réussite? Ça c'est tout simplement à l'écoute par les rédacteurs et par les programmateurs radio. C'est leur ressenti sur la musique. Et ça c'est tellement au-delà de la science, au-delà du marketing, au-delà de tout ce qu'on veut que c'est un coup de hasard aussi. Il y a des projets, on pense que ça va marcher, on se vante, d'autres on n'est pas sûr, on a un petit doute et tout, et finalement ça va au-delà de nos espérances. C'est vraiment pas une science exacte, et encore moins une science, c'est juste du feeling, hein. La musique, faut pas oublier qu'on est dans un milieu du divertissement en premier lieu. Donc moi si je fais ce travail, c'est avant tout pour prendre du plaisir. Si je voulais gagner de l'argent avec ça, je ferais pas ça, je travaillerais ailleurs. C'est pas ça qui dirige mes motivations, et c'est pas là où il y a le plus d'argent à gagner. Donc c'est vraiment pas, quand j'évoquais le marketing tout à l'heure, c'est parce que c'est pris en compte dans les considérations financières comme pour porter un projet à bout. Mais c'est pas ça qui motive ni moi ni les rédacteurs, qui eux la plupart sont même pas payés pour rédiger des papiers ou sont payés par des piges. Tu nous as parlé des rayons de yaourt, tu nous as parlé du 51e yaourt, tu nous as dit aussi que tu recevais 5 demandes par semaine. Est-ce que tu peux donner un ordre d'idée de combien d'EP par exemple sortent par semaine? Ça c'est une bonne question, ça c'est ma casquette de rédacteur à la grosse radio qui pourrait y répondre à peu près. En rock, des fois je sélectionne une vingtaine d'albums et d'EP par semaine dans ce qu'on peut chroniquer, donc ça rentre déjà une sélection. Donc et sachant qu'on s'intéresse pas trop aux grosses sorties, aux sorties internationales, donc j'ai pas d'ordre d'idée à donner, mais en tout cas c'est énorme, c'est plus que les capacités des rédactions. Alors aujourd'hui, tout le monde peut s'enregistrer, sortir un disque avec peu de moyens, aller hyper vite, etc. J'imagine, donc comme tu dis, que les plateformes de streaming, elles sont saturées de projets musicaux. Comment tu fais pour sortir la tête de l'eau? Est-ce que les playlists ont un rôle particulier à jouer? Est-ce que toi, tu interviens là-dessus ou t'es vraiment uniquement sur les publications? Le cœur de mon travail, ce sont les publications dans les médias. Après, j'ai quelques entrées dans des grosses playlists sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music. Mais déjà, j'ai eu moi-même une question sur ces playlists. Est-ce que les gens les écoutent pour de vrai?
on n'a pas vraiment finalement les chiffres, l'audience. On a l'audience, on a le nombre d'abonnés, mais est-ce que les gens les écoutent en entier, sachant que des fois il y a des playlists où il y a 250 titres dessus. On va du 1 au 250. Moi, je vais avoir 40 ans là. Moi, je suis encore un de ces gens qui écoutent un album de la piste 1 à la piste 12. J'ai pas envie de zapper au milieu d'un album pour écouter un autre album. J'écoute en entier. Donc les playlists, peut-être que j'ai pas le logiciel pour ça, pour les appréhender, mais en tout cas je suis pas certain de ce que ça représente vraiment, mis à part pour montrer ce qui est vraiment ce qui peut être l'artiste, quel est le potentiel de l'artiste. Ça peut intéresser par exemple des programmateurs de festivals de voir qu'un groupe est dans la playlist phare sur Deezer. Pour le public, je suis pas persuadé que ça a un impact extraordinaire. Ouais, d'accord. Donc peut-être que je me trompe, mais il y en a tellement des playlists. Il y en a dans tous les sens, faites par tout le monde, par des curateurs de Deezer et d'autres faites par des particuliers. On s'en sort plus. Et comment eux-mêmes les mettent en avant leur playlist. Il y a pas un grand travail de fait là-dessus, quoi. C'est diffusé comme ça, donc je sais pas. Je suis perplexe au sujet des playlists. Après voilà, je le fais quand même pour les groupes qui me le demandent. J'ai quelques entrées donc sur des grosses playlists, mais ça se limite à ça. Mhm. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des articles, des diffusions dans les radios nationales. Et voilà. J'ai l'impression que en fait les playlists c'est quelque chose qui a marché quand justement, comme tu dis, quand il y en avait peut-être pas beaucoup, et que maintenant comme tout le monde a un petit peu compris la mécanique et que il y en a beaucoup qui veulent jouer là-dessus, du coup tout le monde fait sa playlist, et puis du coup là on est dans un truc complètement saturé où du coup ça a peut-être moins de sens qu'il y a même encore 1, 2, 3 ou 4 ans, quoi. Oui, bien sûr, ouais, je suis complètement d'accord là-dessus, surtout que là on le voit bien par exemple là, pendant le confinement, on a des playlists qui tombent dans tous les sens, des playlists des festivals qui auraient dû avoir lieu et qui sont annulés, donc ils mettent en place une playlist. Et encore, on pourrait même parler des lives confinés, des vidéos faites par les artistes. Fais-moi plaisir, parle-en. Voilà. Donc ces vidéos live filmées chez eux par les artistes, encore, on voit une hiérarchie dans les capacités de l'artiste. Quand c'est No One Is Innocent qui fait ça, c'est fait avec des bons moyens. Les mecs se démerdent, ils savent. Après, il y a Shanka qui passe derrière, qui mixe bien tout ça, qui mixe bien toutes les pistes, et ils envoient un live très bien fait. Après, il y a aussi le groupe AD qui, lui, avec les 4 membres des groupes qui sont à part et d'autre dans toute la France, qui font ça à l'arrache avec leur iPhone. Est-ce qu'on a vraiment envie de regarder ça? Moi, je suis frustré qu'il n'y ait pas de festival. J'ai pas envie de voir les musiciens chez eux en répète finalement, quoi. Donc, et depuis le confinement, il y en a des dizaines par jour des vidéos comme ça qui nous sont envoyées. Est-ce que les gens les regardent? Une fois, je le citerai pas. Ça me fait de la peine pour lui, mais sur Instagram, il y a un pote musicien qui faisait ça sur son balcon. Bon, bah, il y avait un spectateur, c'était moi, quoi. Donc, j'ai arrêté au bout de 20 secondes. Ça servait à rien, c'était juste, c'était dans mes stories, là, voilà. Ouais. J'ai regardé vite fait. C'est un petit peu la même mécanisme des playlists, c'est-à-dire que les gens comprennent qu'il y a une façon d'avoir un peu de visibilité, etc. Et puis en fait, tout le monde s'engouffre et sature le goulot, en fait, et du coup, ça ne marche plus. Et pourtant, il y a des gens qui continuent à s'entêter à le faire, quoi. Bien sûr, mais là on s'en rend compte là, avec certains label managers, on voit que les lives confinés c'est déjà has-been. C'est que une fois que les gros médias sont embréchés, enfin sont entrés dans cette brèche là, c'était passé en fait. C'est eux qui ont pris toute l'audience. Donc après, quel intérêt d'être le 1532e live confiné en 3 semaines? Aucun. Et donc c'est pareil pour les playlists, quoi. Et pareil pour les sorties d'albums. Comment sortir du lot? C'est là où il faut avoir un bon travail d'attaché de presse pour essayer d'avoir des articles intéressants. Et quand je parle d'articles intéressants, c'est vraiment des bonnes chroniques, quoi. Pas juste un entrefilet. Il faut se battre pour y arriver. Quelle stratégie tu mets en place, toi, pour avoir les bonnes places pour tes artistes? C'est déjà prendre le temps. Commencer très en amont la promo, pouvoir commencer à parler d'un projet 3 mois avant la sortie. Préparer le terrain, surtout pour les artistes qui débutent. Il faut laisser le temps aux rédacteurs, aux programmateurs radio d'avoir déjà envie de lancer l'écoute. C'est pas quelque chose d'automatique. On n'envoie pas un CD et hop, c'est diffusé. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça serait vraiment trop simple. Donc c'est vraiment prendre le temps, bien structurer le rétro-planning et y aller le plus en amont possible.
et ensuite c'est téléphoner au rédacteur pour leur faire l'article, quoi. Et alors du coup, selon toi, si tu devais si on s'adressait à un groupe ou à des artistes vraiment qui débutaient, quelles seraient les clés d'une promo réussie, si tu devais le dire en quelques étapes? Tu parlais par exemple du rétro-planning et du fait d'avoir à disponibilité ces titres assez tôt. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques étapes comment tu organises une promo? Il y a le rétro-planning et il y a aussi un point important qu'on n'a pas abordé, c'est la communication interne. Enfin, on l'a abordé brièvement avec le rôle du leader dans le groupe, mais il faut que tous les éléments m'arrivent suffisamment à temps. C'est pas toujours le cas. Parfois, on doit se battre un peu pour avoir les éléments à temps, pour pas avoir les albums au dernier moment, parce que si on s'y prend trop tard, là, on peut dire que la promo foire. On peut essayer de rattraper le coup, mais c'est très dur. Donc vraiment, l'élément principal, c'est de s'y prendre avant, parce qu'un groupe indé qui débute n'est pas attendu du tout, même pour dire. On s'en fout complètement de ce groupe qui arrive. C'est les médias. Ils savent pas qui c'est. Et comme je le disais tout à l'heure, ils préfèrent parler d'artistes reconnus. C'est moins dangereux pour eux en termes de prise de risque que de parler d'un groupe indé. Donc vraiment, il faut rien précipiter pour préparer sa promo. C'est quand des fois il y a des groupes qui me disent voilà, on veut sortir l'EP le 15 mai encore pendant cette date, et je leur demande directement pourquoi le 15 mai. Qui vous attend le 15 mai? Est-ce que vous avez une échéance là? Est-ce que vous avez déjà vu pour une salle pour faire une release party? Est-ce que vous avez un distributeur digital ou un distributeur physique? Est-ce que vous avez préparé tout ce qu'il y a autour d'une sortie pour définir une date? Et parfois la réponse est non. Donc c'est là où c'est dangereux. C'est ce qui peut faire fuir même des pros pour avoir un entourage pro. C'est que moi on me sort ça, je me dis je vais peut-être aller m'occuper d'un groupe qui sait plus où il veut aller que je suis là. Un projet qui soit musical ou autre, ça demande une énorme préparation. Il y a effectivement le temps de création qui est la première étape, et la seconde c'est vraiment de planifier tout ce qui reste. Et ça se fait en même temps d'ailleurs, mais et même en amont de ça. Mais c'est vraiment les deux étapes principales, de savoir où on veut aller et comment on veut y aller. Et pourquoi on veut y aller aussi? Est-ce qu'on veut y aller pour vendre 100 000 disques, ou est-ce qu'on veut y aller juste pour avoir 10 dates de concert dans l'année, ou mieux avoir ces 43 dates de concert pour être intermittent? Est-ce qu'on a envie de se professionnaliser avec son projet ou pas? C'est autant de questions qui font que derrière la promo elle pourra peut-être être plus réussie ou pas. Ça dépend de l'attente des musiciens, qui se verra dans la manière dont les choses ont été faites auprès des autres professionnels avec lesquels ils vont travailler. C'est vraiment la manière dont on gère n'importe quel projet dans la vie en fait. C'est tout se planifie. On a parlé évidemment des médias physiques et des médias dont tu t'occupes. On va parler un peu des réseaux, des médias internet, des réseaux sociaux. On sait que le milieu du rap, par exemple, s'est complètement approprié les codes des réseaux sociaux. Ils maîtrisent le truc à fond la caisse. Dans le rock indé, j'ai l'impression que c'est un peu plus diffus, qu'il y en a beaucoup qui sont plus attachés à leur son de guitare qu'à leur feed Insta, alors que dans le rap, ils sont parfois complètement l'inverse. Ils savent pas du tout rapper ou quoi, mais ils maîtrisent à fond le truc, et ce qui fait qu'ils arrivent quand même à sortir quelque chose. Quel serait ton conseil au groupe de ce point de vue-là? Je leur dirais déjà de prendre exemple sur les rappeurs, et que les rappeurs prennent exemple aussi sur les rockers, qu'il y ait un équilibrage qui se fasse pour la qualité de la communication de l'un et la qualité de production des autres. Certains rappeurs ont une très bonne production, c'est pas le sujet, mais en tout cas voilà, que chacun prenne exemple sur l'autre pour harmoniser la manière dont on gère notre projet au quotidien. Parce que c'est bien beau d'avoir un fil Instagram rempli, si derrière la musique suit pas, ça sert à rien. Et réciproquement, pour un développement à long terme, c'est pas intéressant. Si on veut faire un buzz, voilà, avec un morceau qui déglingue, on le survend sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Mais si le but c'est vraiment d'être professionnel et d'accéder au réseau des salles subventionnées et tout ça, là il faut peut-être réfléchir différemment. Mais là où les rappeurs ont été très intelligents, c'est avec YouTube, la manière dont ils ont mis leurs clips en place, et comment des rappeurs indés arrivent à avoir 2 millions, 3 millions, 10 millions de vues parfois, alors qu'il y a derrière il y a 0 € marketing dépensé. C'est juste justement grâce aux réseaux sociaux, et ça c'est phénoménal, sachant que derrière il y a des rappeurs par exemple comme Demi Portion, un rappeur de Sète qui organise son demi-festival à Sète, je crois tous les ans ou tous les 2 ans, j'ai un doute. Et ce mec-là, ça fait 20 ans qu'il rappe, et il s'est fait tout seul, tourne à fond.
ils vendent des CD à fond. Et quand les labels l'approchent, il les envoie se faire foutre. Il n'y a plus rien à faire en fait. Son projet, il l'a géré tout seul de A à Z. Maintenant, les labels veulent juste le récupérer pour récupérer ses droits en fait et pour le vendre dans les supermarchés. Lui, ça l'intéresse pas. Là, je parle à sa place, mais je suis pas sûr, peut-être qu'il aimerait bien être vendu au change. J'en suis pas persuadé. Mais en tout cas, et ça arrive pour beaucoup de rapports, ça, se faire récupérer en cours de route par des majors. Mais est-ce que c'est intéressant? Si on y arrive tout seul, pourquoi être accompagné par des gens qui voient pas la musique de la même manière? C'est pas la première fois en tout cas que j'entends ce scénario-là où en fait les maisons de disques elles sont hyper frileuses parce qu'elles ont plus de fric, elles savent pas sur quel cheval miser parce que quand t'as pas de visibilité, voilà quoi, c'est un coup de poker. Mais du coup par contre quand t'as déjà 200 000 followers sur YouTube, là ils te font les yeux doux alors que toi t'en as plus rien à foutre parce que le travail il est déjà fait. Mais c'est pareil pour les salles de concert aussi, hein. Quand on doit remplir une demande pour un festival, on remplit une demande pour participer, il y a une case où il mentionnait le nombre de likes sur Facebook, le nombre de followers sur Instagram, tout ça. Est-ce qu'on parle de musique? On parle de produits marketing, encore une fois. Donc oui, effectivement, on parle de produits marketing. C'est bien dommageable parce qu'on se retrouve en festival à avoir des groupes qui tiennent pas la route sur scène. Mais il y a du public qui est là, qui est présent pour les voir, malgré tout. Donc c'est qu'il y a une force marketing qui me sidère parfois, mais bon. Donc ça peut être frustrant pour les groupes qui se donnent du mal tous les jours. Et là, je parle vraiment comme aux vieux cons, je me rends compte. Mais bon, c'est juste mon observation. C'est pour ça que je te posais la question sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai l'impression que parfois dans le rock, il y en a beaucoup qui mettent énormément d'énergie à avoir un son chirurgical sur leur batterie, sur leur guitare, etc. Et qui en fait passent à côté du temps qu'ils doivent consacrer au reste pour la réussite du projet. Et encore comme tu disais, c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire que je suis pas en train de dire qu'il faut pas chercher à avoir un son de guitare digne de ce nom, mais qu'il faut aussi passer du temps sur le reste pour préparer ton live, pour préparer ta communication, pour préparer tes publications, etc. quoi. Là je pense que je vais peut-être te faire ta transition pour la question d'après. Là, il y a aussi un rôle dont on n'a pas parlé, c'est le rôle du manager. C'est qu'à un moment, le groupe, lui, doit se consacrer à sa musique, et derrière, il y a quelqu'un qui doit faire tourner la boutique. Avec une vision à court terme, moyen terme, long terme, savoir comment on va démerder tout ça. Et pendant ce temps, le groupe, lui, il peut répéter, il peut travailler sur son autant qu'il veut et donner ses envies et ses souhaits au manager qui derrière va s'activer pour activer des réseaux, activer sur les réseaux sociaux, voir pour se payer du marketing digital, voir comment tout ça peut être mis en place sur le long terme. Pendant ce temps, le groupe, lui, il a juste à passer un an à produire son album. C'est vraiment un élément clé à voir. C'est notre homme de l'ombre à côté de l'attaché de presse, le manager qui doit être là en relais des autres pros qui peuvent travailler avec le groupe et en relais avec le public aussi. Est-ce que tu peux nous donner, pour expliquer de façon didactique la différence entre l'attaché de presse et le manager? Le manager peut embaucher l'attaché de presse, l'inverse non. C'est-à-dire l'attaché de presse s'adresse qu'aux médias, vraiment, et il a un rôle de relais entre le média et le groupe, alors que le manager, lui, il a le rôle de relais entre le groupe et le reste du monde. Et il est chargé de trouver un tourneur, de trouver un attaché de presse, de trouver un éditeur, un distributeur, d'activer ses réseaux aussi pour essayer d'avoir des plans pour jouer dans tel ou tel festival quand c'est possible. Quand il n'y a pas de booker, notamment, il faut aller au charbon aussi quand on est manager. En fait, le manager, c'est vraiment le Alfred de Batman, quoi. C'est le mec qui est là derrière, qui va tout régler, les machines, voilà. Et aussi, quand on est manager, on peut être aussi roadies, hein, quand on est en concert. Moi, je me suis déjà vu le micro qui s'arrache avec la bullshit notamment. Mes gars devant, c'est des furies, et il y a des câbles qui s'arrachent. Je monte sur scène direct et je rebranche tout, quoi, et je remets le pédalboard comme il faut. Et mon gars a rien vu, tu vois. Il faut être là tous les instants, sur tous les détails. Voilà, faut savoir ce que veut le groupe tout le temps et y aller en fonction. Les groupes qui t'approchent et qui te demandent d'intervenir en tant qu'attaché de presse, c'est des groupes qui ont déjà des managers ou pas du tout? Ça dépend. Alors dans ce cas, quand il n'y a pas de manager, et je suis pas le seul à le faire, ça on est plus attaché de presse plus quoi. C'est qu'on va être là aussi dans un léger groupe de conseil. On va pas laisser le groupe se démerder tout seul complètement. On va donner quelques pistes. Souvent, il y a des groupes qui me demandent, tu connais pas un distributeur digital, un truc, quand je sens que ça va le faire, on va passer ensemble. Je leur donne les contacts des bonnes personnes pour avoir une distrib digitale.
au moins, voilà, trouver quelques plans. Si je sais qu'il y a un tourneur qui cherche un groupe de garage, par exemple, un trio de femmes qui fait du garage, genre il y en a un qui me contacte, voilà, je peux faire le lien. On a cette chance en tant qu'Attache Presse d'avoir un réseau énorme qui se constitue au fur et à mesure des groupes avec lesquels on travaille. Quand on travaille avec un groupe, on rencontre son tourneur, on rencontre son label. Après, le label nous connaît, il va nous faire travailler sur un autre groupe, on va connaître les tourneurs de l'autre groupe. Donc on a un réseau qui se met en place assez rapidement et plutôt facilement. Et après, ça s'entretient, quoi, comme toutes les relations humaines. Voilà. Mais en tout cas, voilà, pour revenir au fait que si un groupe a pas de manager, je lui conseillerais déjà d'en trouver un, et parce que c'est pas le rôle de l'attaché. Tu parles du réseau, d'ailleurs, c'est un des gagne-pains principaux, hein. Corrige-moi si je me trompe, mais je crois que le prix que tu payes, la prestation que tu vas payer d'un attaché de presse est aussi proportionnelle à son carnet d'adresse. Bien sûr, et je me rends compte avec toutes les demandes que j'ai que je peux monter mes prix, je pense. J'ose pas parce que je travaille avec des indés et que ça me dérangerait de les faire vraiment craquer leur livret A complètement, mais je pourrais, vu les résultats que j'ai actuellement et ce que je peux leur proposer en plus. Je suis pas vraiment cher dans le marché des attachés de presse. C'est avec qui je travaille pas avec des gros groupes dans des gros labels. Ouais, j'aime bien grandir en même temps que les groupes. Il y a des groupes avec lesquels j'ai bossé il y a 2 ans qui me redemandent maintenant de travailler pour leur prochain album. Et ça, pour moi, c'est ma réussite personnelle. Quand des groupes veulent continuer à bosser avec moi, c'est que j'ai réussi ma première mission. On ne le sait pas toujours quand un groupe est complètement content de ce qu'on a fait. Les remerciements, on les a rarement. Moi, je les demande même pas. Je m'en fous. Je sais pas. Moi, je fais mon taf. J'essaie d'avoir le maximum de résultats possible. Si le groupe est content, on sait plus facilement si un groupe est pas content que si un groupe est content. Ouais. C'est toujours pareil. Voilà, pareil dans tous les milieux. Dans tous les milieux. Voilà. Du coup, comment tu constitues ton réseau, c'est-à-dire comment tu choisis les partenaires et les gens avec qui tu vas travailler? C'est avant tout des rencontres humaines. Comment je choisis mon réseau? En fait, on ne choisit pas le réseau. Il se crée naturellement. Quand on se met à parler avec quelqu'un sur un projet, par exemple, quelqu'un qui fait du marketing digital sur le même groupe où je m'occupe de la promo, on va discuter, ouais, il va y avoir un feeling, on s'entend sur plein de points, on va se dire, là j'ai un autre groupe, est-ce que tu veux bosser avec moi? C'est comme ça que ça va se faire au fur et à mesure. Et un réseau, ça se fait pas de manière naturelle, ça se ressent. Et on le voit très bien, des gens qui veulent justement me faire entrer ou nous faire entrer quelqu'un dans son réseau pas de manière naturelle, on n'est pas à l'aise. Et on sent bien que ça va pas être une relation forcément réciproque. C'est comme dans les relations amoureuses, quoi. Voilà, s'il y en a un qui demande plus que l'autre, C'était une de mes questions aussi, c'est est-ce que du coup dans ce milieu-là, est-ce qu'il y a une forme de bienveillance entre les différents partenaires où c'est un peu faux cul à je vais faire un peu copain avec lui pour avoir tel papier ou tel truc? Bien sûr, en fait, il faut pas oublier cette phrase que m'avait dit un de mes tontons dans attaché de presse quand je me suis lancé. Il m'avait donné plein de conseils, notamment c'est de toujours sortir avec mon labello. Voilà, je fais pas d'explication, devinez à quoi ça peut servir. Voilà, mais je m'en suis jamais servi de labello parce que j'ai envie de réussir par la manière dont je m'y prends pour travailler. En suçant des bites. Voilà, je sais pas à qui s'adresse ton podcast. S'il y a un jeune public, n'écoutez pas ça. J'essaie d'y aller naturellement avec les gens. C'est comme ça que ça marche en fait. J'essaie de rester moi-même avec n'importe qui en fait. Que tu sois médecin, plombier, conducteur de car ou directeur d'Universal, je m'en bats les couilles. Je te parlerai de la même manière. Mais bien souvent, je te tutoierai parce que ça me fait chier de vous voir. Est-ce que tu pourrais nous donner ta pire et ta meilleure expérience en tant qu'attaché de presse? Sans citer de nom, bien sûr. Ah non, sans citer de nom, tu nous racontes juste l'expérience, quoi. Ma pire expérience d'attaché de presse, c'est en fait le cas d'un groupe qui oubliait la communication en interne, tout simplement. En fait, c'est pas ma pire expérience, c'est la pire expérience du groupe, peut-être. Parce que moi, finalement, on me paye, j'ai des éléments, je travaille, j'ai pas les éléments, je travaille pas. Ouais, mais ça me fait chier parce que je passe du temps à attendre, je passe du temps à travailler au dernier moment parce qu'on va me les envoyer quand même, ces éléments. On me dit pas quand les choses se font. Et par exemple, je me souviens de ce groupe en particulier qui avait sorti son clip, le clip du single de l'album, sans me le dire. Un jour férié, j'étais assis sur mon canapé tranquille, en train de glander, et je scrolle sur Facebook vite fait, et là je vois
hop, regardez, découvrez notre nouveau clip. Ah super, j'étais pas au courant quoi. Pourtant j'avais demandé les éléments. Et ce clip, j'ai contacté tout de suite la personne, j'ai dit retire-moi ça tout de suite. Qu'est-ce que tu veux que je le travaille? Moi il me faut une petite semaine en amont pour le travailler auprès des médias. Est-ce que tu veux? Dans ce cas, ça sert à rien d'avoir un attaché de presse si c'est pour le sortir comme ça sur Facebook un 1er mai quoi. Tu vois, ça sert à rien. Autant pas m'embaucher quoi. Donc ouais, et ça quand ça se répète à tous les niveaux de la promo, et pourtant l'album est cool, c'est pour ça que j'ai voulu travailler dessus, c'est vraiment frustrant. Donc j'ai pas vraiment de pire expérience, c'est juste des sensations de frustration par certains moments. Et pas pour moi, plutôt pour les groupes. C'est très agaçant quand on n'a pas les éléments à temps et quand ça communique pas, quand on obtient des interviews à faire par écrit, on envoie l'interview, qu'on est obligé de relancer le groupe pour avoir les réponses. C'est affligeant. J'ai pas que ça à faire de rappeler au groupe, vous m'avez fait l'interview, bah, voilà. Donc comme ça se répète comme ça pendant 3 mois, voilà, c'est très fatigant pour rien quoi. Pour rien. Ouais. Et voilà, et au final, la promo est pas très bonne. Voilà, et après qu'on vienne pas se plaindre quoi. Voilà, tu t'as beau faire des efforts, ça peut pas avancer quand on communique pas quoi. La meilleure expérience que tu as eue ou le meilleur résultat que tu as pu avoir? Avec DBK Project, un groupe plutôt connu dans la région de Toulouse, qui fait ni du rock, ni de la pop, ni du slam, c'est vraiment au confins de tout ça. En tout cas, c'est en français, en anglais, il y a de la narration, c'est quelque chose d'assez intéressant et très joli. Et il faut rentrer dedans, c'est des albums concept qui sortent. Et au moment de la signature du contrat, on s'est fait un apéro à Toulouse, et là il y a le chanteur Ozias qui me dit si tu nous chopes 3 thés dans Télérama, je te rajoute un chèque de 500 balles. Là je t'en donne la moitié si tu veux, et je te donne l'autre moitié quand tu auras les 3 thés à Télérama. Là, je me dis bon, un groupe toulousain comme ça qui avec pas dit d'avoir Télérama, je prends la blague pour une blague. Voilà, je dis bah t'inquiète, range ton chéquier, voilà, j'en veux pas. En tout cas c'est devenu un petit défi, et à la fin de la promo, bim, voilà la chronique qui sort dans Télérama avec 3 clés. Là, voilà. Et après, on s'est vu 15 jours, la semaine suivante, et on a pu beaucoup rire de cette situation de la chronique de Télérama, qui leur a servi. Ce jour-là même, ils avaient embauché un booker pour faire leur promo à ce festival auprès des autres programmateurs venus. Il y a pas mal de programmateurs de la région qui viennent, et ils ont réussi à signer, je crois, 3 ou 4 concerts dans la soirée, grâce à Télérama. Donc voilà, ça c'est un de mes résultats les plus amusants. Voilà, et qui m'a fait plaisir à avoir. Mais toi, c'était pas non plus une pression que le groupe m'a mis. Des groupes comme ça qui sont capables de dire vas-y alors tu nous fais passer sur FIP, tu sais, toutes les semaines, et t'as eu le mec de FIP, ça me motive pas. Autant un défi c'est amusant, puis de toute façon c'est notre rôle de contacter le mec de FIP, donc on va le faire, pas besoin de nous le répéter tous les jours, et ça on le retrouve souvent dans notre travail, alors que derrière ça peut ne pas suivre aussi pour les éléments comme je te disais tout à l'heure. Donc les défis c'est amusant, voilà. Est-ce que tu peux me passer chez Taratata, tu vois, on rigole, tu vois. Est-ce que tu aurais un conseil, si tu avais un seul conseil à donner à un jeune groupe de rock indé, ce serait lequel? Eh bien, de prendre le temps de bien faire les choses, de bien se préparer, c'est vraiment l'essentiel. De bien préparer son projet. Voilà, je l'ai assez répété lors de cette interview, c'est vraiment la préparation, voilà, la base de tout. Après, on arrive sur la ligne de départ, et on peut se mettre à courir, c'est bon. On peut perdre à la fin, mais bon, on aura bien couru. Voilà. Est-ce que tu aurais un ouvrage ou une œuvre à conseiller qui t'aurait inspiré ou... Et je peux même te dire que c'est même par ce livre que j'ai commencé à faire des interviews en 2011. Avant, la tête de l'artiste, c'est pas une boîte de promo, mais c'est une boîte je faisais des interviews d'artistes, des interviews philosophiques. Je crois qu'on peut encore en trouver sur ma chaîne YouTube, La Tête de l'artiste. J'en ai fait une centaine des interviews comme ça, et sur la manière d'être un artiste, et comment on envisageait d'être un artiste, qu'est-ce que ça faisait d'être artiste, voilà. Comment on était artiste au quotidien en fait, et c'est grâce à l'ouvrage de la controverse sur Courbet et l'utilité sociale de l'art par Proudhon. Il y a énormément de questions qu'on ne se pose pas tous les jours quand on est un artiste, mais qui sont dans ce livre. C'est vraiment, ça se trouve aux éditions Mille et une nuits à 2 €, je crois, ou à 3 €. Voilà, c'est pas un gros budget. C'est quel genre de questions, par exemple? Allez voir, messieurs, dames qui nous écoutez, allez voir sur la chaîne YouTube La Tête de l'artiste, l'interview, par exemple, de Jean-Louis Coste, ou l'interview de Romain Humeau, par exemple, d'Eiffel. J'avais interviewé pour la sortie
Full Monstre, je crois. À la fin de l'interview, il m'avait dit c'est bien tes interviews, mais faut réfléchir. Et là, il a levé les bras, il a mis les bras derrière la tête comme ça, et il avait des auréoles sous les bras. Voilà, il avait réfléchi. Mais et dans les interviews où on fait réfléchir les artistes, il n'y en a pas des masses, parce qu'on leur demande surtout de vendre leur soupe, quoi. Et est-ce que tu aurais une citation à partager ? Oui, tout a été dit 100 fois et beaucoup mieux que par moi. Aussi, quand j'écris des vers, c'est que ça m'amuse, c'est que ça m'amuse, c'est que ça m'amuse, et je vous chie au nez. Boris Vian. Ça marche pour la musique. Justement, on n'est pas attendu, donc vas-y, composez, faites des bons albums, faites-les. De toute façon, les accords du rock, il y en a pas des milliards. On peut en inventer des nouveaux, comme en prenant d'autres influences, comme par exemple King Gizzard and the Lizard Wizard, qui fait des albums en microtonal et tout ça. C'est des zinzins, mais tout a été dit dans le rock. Donc maintenant, si vous voulez créer parce que vous en avez envie, parce que ça vous fait plaisir. Prenez du plaisir à faire votre art en premier lieu et préparez-le. Super. Eh ben merci Yann d'être passé dans l'Onapolis. Merci Dorian. Merci à toi. Vous retrouverez l'actu de Yann sur la page Instagram de La Tête de l'Artiste, son agence de communication. Vous y trouverez aussi une partie des groupes qui l'accompagnent et que vous avez pu entre-écouter dans cette émission, comme Dacha Mandala, DBK Project ou encore Fabulous Sheep. Quelques titres de ces groupes sont à l'écoute sur la playlist L'Onapolis, disponible sur Spotify et iTunes. Enfin, vous retrouverez sa recommandation de lecture sur le site de l'onapolis.com. Afin que ce podcast profite un maximum, si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Deezer, Google Podcast et pour les utilisateurs Apple à noter l'émission et laisser un petit commentaire. C'est aussi grâce à ça que l'émission pourra continuer. À très bientôt pour un nouvel épisode.